Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dans la tête d'un coureur Investigation. Je suis Cléo et tous les mois, avec Émilie, journaliste pigiste qui travaille pour de grands médias français, nous partons investiguer sur un sujet de société en lien avec la course à pied, en allant chercher des témoignages de professionnels sur le sujet ou de personnes concernées. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet bouillant, la face cachée du sponsoring dans le milieu du running. Allez, on part enquêter. Salut Émilie, bienvenue dans ce deuxième épisode. Salut Cléo, je suis ravie de traiter cette thématique en plein dans l'actualité. Car oui, ça ne t'a probablement pas échappé, début janvier, le fondeur et détenteur du record d'Europe du 5 km en salle, Jimmy Gressier, a annoncé la fin de sa collaboration avec Nike, chez qui il était depuis le début de sa carrière, et ça pour rejoindre Keeprun, la marque de Decathlon, pour un montant apparemment jamais vu en France dans la course de fond. Tout à fait, et même si le montant exact n'a pas été confirmé par le principal intéressé, cette nouvelle a néanmoins fait grand bruit et provoqué de nombreuses réactions. Mais comment en sommes-nous arrivés là et surtout pourquoi ces montants explosent ? Effectivement, sur ces derniers mois, le marché du running a connu des bouleversements et Jimmy Gressier n'est pas le seul à avoir signé un contrat plus qu'intéressant avec un équipementier. D'autres chiffres ont suscité la curiosité ces derniers mois, comme le montant offert par ASICS à Étienne Daguinos à la fin de l'année 2024. D'après le journal L'Équipe, la marque japonaise a proposé un contrat annuel à 6 chiffres aux jeunes Français qui venaient de battre le record d'Europe du 10 km. Alors comment interpréter ces montants qui semblent en nette augmentation ? Sont-ils des cas exceptionnels ou à l'image d'une augmentation générale des contrats de sponsoring signés par les athlètes français ? Et puis, pourquoi ces montants explosent-ils ? Et surtout, quels sont les enjeux derrière ces chiffres ? La sécurité financière des athlètes cache-t-elle des pressions ou des abus ? Allez, c'est parti, on vous dévoile les dessous du sponsoring. Pour bien saisir les bouleversements que connaît actuellement l'industrie du running, je te propose qu'on reparte des bases et qu'on revienne sur la façon dont les athlètes se rémunèrent. Car quand on parle de sportifs et d'argent, on pense souvent à une discipline en particulier. Le foot ? Tu l'as dit Cléo, et je préciserai même le foot masculin. 15 millions d'euros par an pour Kylian Mbappé avec le Real Madrid, une cinquantaine de millions pour Lionel Messi à Miami, et même plus de 180 millions d'euros pour Cristiano Ronaldo dans un club saoudien. Et tout ça sans compter les contrats signés avec des marques. Dans l'imaginaire collectif, tous les sportifs de haut niveau gagnent bien, voire très bien leur vie, notamment à cause de ces montants auxquels sont achetés les joueurs de foot par tel ou tel club. Mais c'est une illusion. D'abord parce que l'on confond souvent sportifs de haut niveau et sportifs professionnels. Depuis 1984, en France, être sportif de haut niveau signifie qu'on fait partie des listes ministérielles qui sont renouvelées tous les 1 à 5 ans selon sa catégorie. Pour faire partie de ces fameuses listes, il faut avoir fait, lors d'une compétition importante, une performance ou obtenu un classement significatif, que ce soit à titre individuel ou en tant que membre d'une équipe de France. Ce statut permet par exemple l'accès à certaines aides financières et à des contrats dans le secteur public avec un aménagement du temps de travail. Mais quand on parle de sportif professionnel, on parle d'un sportif qui vit de sa pratique grâce à un contrat signé entre lui ou elle et un club ou une fédération. Donc il est tout à fait possible d'être un sportif de haut niveau sans pour autant être professionnel. C'est d'ailleurs la situation d'une grande partie des sportifs de haut niveau. Ils ne vivent pas de leur sport et ont donc un emploi ou une formation en parallèle de leurs entraînements pour remplir leur frigo. C'est ça. D'ailleurs Cléo, est-ce que tu sais qui est le premier athlète français à être officiellement devenu professionnel en signant un contrat avec son club ? Je n'en ai aucune idée. Eh bien c'était Salim Sdiri qui a signé en 2007 un contrat de travail avec l'US Montargis. C'est lui qui a établi 2 ans plus tard l'actuel record de France du saut en longueur en salle. Mais malheureusement, aujourd'hui, les athlètes français ne comptent pas vraiment sur les clubs pour vivre correctement. Une source m'a confié que généralement, le salaire versé par ceux-ci ne dépassait pas les 5 à 6 000 euros par an. Et le sponsoring dans tout ça ? J'y viens Cléo. Le sponsoring, c'est une autre source de revenus. Un sponsor, c'est une entreprise, une marque qui va apporter un soutien financier et ou matériel à une personne comme un athlète ou à un événement comme une course, en échange d'une forme de visibilité. Cette source de revenus, elle peut s'ajouter à un revenu issu d'un club, mais elle peut aussi constituer la principale source de revenus de certains sportifs professionnels. En fait, ça dépend beaucoup des disciplines et de l'intérêt de la société pour elles. Le foot, c'est un des sports les plus pratiqués en France, mais c'est surtout celui qui est le plus regardé. Donc les salaires des joueurs conclus avec les clubs s'envolent et les sponsors se bousculent au portillon. Mais ça n'est pas le cas pour tous les sports. Autre source de revenus possible,
Les bourses distribuées par certaines fédérations et les prize money, ces fameux chèques remis aux sportifs qui ont remporté une médaille olympique ou aux coureurs arrivés sur le podium de certaines courses. Mais ces rentrées d'argent sont temporaires, limitées et ne sont pas données à tous. Malgré ces diverses sources de revenus, beaucoup de sportifs de haut niveau ne vivent pas de leurs performances sportives. Au JO de Rio, en 2016, 40% de la délégation française vivait en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1026 € par mois. Au JO de Paris, selon l'Agence nationale du sport, la situation s'est bien améliorée, puisqu'aucun sportif français ne s'est retrouvé dans cette situation. Mais vivre au-dessus du seuil de pauvreté ne signifie pas forcément vivre décemment et sereinement. Et puis, si on regarde tous les sportifs de haut niveau, en dehors de la seule délégation française pour les JO, 48% d'entre eux touchent moins de 1000 € par mois et seuls quelques 9% gagnent plus de 3000 € d'après une étude publiée par la BPCE. D'ailleurs, selon cette même étude, 9 sportifs de haut niveau français sur 10 sont étudiants ou en activité professionnelle en parallèle de leur sport, que ce soit pour s'assurer des revenus, maintenir un équilibre ou assurer leur après-carrière. L'ancienne détentrice du record de France sur marathon, Méline Rollin, par exemple, continue de travailler chez Decathlon, quand Renelle Lamotte, spécialiste du 800 mètres, poursuit une formation en psychologie. On peut aussi citer Vincent Bouillard, qui a remporté l'UTMB en 2024 et qui occupe le poste d'ingénieur innovation chez Oka. Ou encore la traileuse Blandine Lirondelle, qui est toujours gynécologue. Maintenant qu'on a tout ce contexte en tête, on peut revenir aux chiffres qui ont fait beaucoup couler d'encre ces dernières semaines. Un contrat de sponsoring à plusieurs centaines de milliers d'euros par an, signé entre Jimmy Gressier et Kiprun. Effectivement, Cléo, et pour bien comprendre ce qui se joue sur le marché du running, je suis allée à la rencontre de Vincent Chaudel. Il est le cofondateur de l'Observatoire du Sport Business, un observatoire qu'il a créé avec ses consultants du cabinet In & Sport au moment des JO de Londres en 2012. Leur idée était d'expliquer pourquoi il y avait autant d'argent dans le sport et pourquoi le sport avait besoin d'argent pour se développer en France. J'ai discuté avec lui des contrats des athlètes dont les montants semblent exploser. Et pour lui, cela s'explique par l'essor que connaît le marché du running depuis plusieurs années. On est en train de changer d'échelle dans ce sport, déjà ne serait-ce parce qu'on est sur un marché qui est mondialisé. On court à peu près partout dans le monde, mais on n'est pas sur une économie où le sport permet beaucoup d'avoir des prize-money importants. Gagner le marathon de New York ou de Boston, doit être un prize money de 100 000 €. Donc on n'est pas sur des montants colossaux. En revanche, de par cette mondialisation et le fait que l'on court de partout, ça devient un enjeu majeur pour les vendeurs et les fabricants de chaussures. Parce que c'est une économie qui est intéressante à ce niveau-là, parce que pour le pratiquant, il va falloir qu'il achète probablement plusieurs paires par année. Donc on est sur une économie importante. Sur l'économie des équipementiers, la chaussure représente 25 à 30% du chiffre d'affaires. Vous dites on court partout, mais surtout on court de plus en plus. Est-ce que la tendance du running, justement, elle augmente, elle a tendance à augmenter le montant des contrats ? La tendance du running a augmenté, notamment avec l'effet Covid, où les populations se sont mis à courir beaucoup plus. Alors pas nécessairement des grands compétiteurs, mais si je veux courir régulièrement et si je veux courir avec une notion de confort, et il va falloir que j'ai de bonnes chaussures et donc un prix moyen par chaussure qui est plus important qu'avant. Donc ça explique pourquoi il y a un enjeu plus important, toujours plus important pour les marques qui vont essayer de se différencier. Alors qu'elles vont se différencier par le design, oui peut-être, mais surtout par la technologie. Chacune va avoir son innovation technologique. On se rappelle du gel pour ASICS, du coussin d'air pour Nike longtemps, et maintenant on a aussi du carbone qui arrive. Donc on commence à aller vers de la technologie qui justifie aussi une augmentation du prix. On observe une augmentation du prix des chaussures de running et l'augmentation du prix des contrats. Est-ce que les deux sont liés ? Est-ce que puisque les marques aussi ont besoin de plus d'argent pour acheter des athlètes, est-ce qu'elles augmentent aussi les prix des chaussures ? Alors c'est plutôt dans l'autre sens. C'est parce que le marché est de plus en plus important qu'elles ont besoin de marquer les esprits et donc elles vont chercher à avoir des ambassadeurs capables d'influencer, des influenceurs finalement, capables d'influencer l'acte d'achat des pratiquants. Donc c'est parce que l'enjeu est plus important qu'ils sont prêts à mettre plus d'argent sur les joueurs, sur les coureurs. Pardon. Pour compléter les propos de Vincent Chaudel, j'ai trouvé un chiffre significatif.
À ton avis, Cléo, combien de personnes couraient en 2000 en France et combien elles sont aujourd'hui ? Oh, ça doit se compter en millions ? Exactement, on est passé de 6 millions de pratiquants en 2000 à 8,5 millions en 2014, jusqu'à atteindre 12,5 millions de coureurs en 2024. Ce qui signifie qu'un Français sur 4 court. C'est donc une aubaine pour les marques de running qui espèrent habiller et chausser le plus de coureurs possible avec leurs nouveaux produits et technologies. En plus de toute la partie purement matérielle associée à la course à pied, l'accès à des plans d'entraînement s'est démocratisé. Avant, il fallait acheter des magazines spécialisés pour accéder à des plans de running. Aujourd'hui, les coureurs ont l'embarras du choix entre les plans proposés par des coachs sportifs, des applications de running ou ceux des marques. Sans parler des podcasts et des réseaux sociaux qui permettent à chacun d'avoir toutes les clés en main pour progresser et performer. Tu fais bien de le souligner, Cléo. Et le marché du running a aussi été marqué par l'arrivée de nouvelles marques comme On Running, Oka ou KeepRun. Évidemment, pour des marques comme Nike ou Adidas, ça change la donne car ce sont de nouveaux concurrents dont il faut se démarquer en course à pied. Mais pour Vincent Chaudel, tout est relatif. Il m'a rappelé que lorsque l'on regarde l'ensemble du marché du sport, ces marques bien installées sont toujours celles qui détiennent la majorité du marché, quand On ou Oka grandissent presque uniquement dans l'univers de la course à pied. Mais leur progression n'est pas négligeable. Oka a vu son chiffre d'affaires augmenter de 50% en 2023 et On enregistre une progression de 46%, face à une marque comme Nike par exemple, qui voit son chiffre d'affaires s'établir à un niveau bien supérieur, mais avec une progression très faible. Pour finir l'analyse du marché, j'ai demandé à Vincent Chaudel si les montants des contrats signés ces derniers mois dans la course sur route allaient encore augmenter dans les prochaines années. Elles augmenteront probablement, certainement pour les grands champions. Alors aujourd'hui, on a des grands champions qui sont connus d'un petit écosystème, celui des coureurs. Monsieur et Madame Tout le Monde ne les connaît pas encore. Il faudrait quelques stars qui sortent de cet univers-là, qui donnent envie du public d'aller au-delà. Et c'est ce qui permettra d'avoir des montants encore plus importants. Et justement, pour avoir des stars, il faut que les Français gagnent au JO. Pas nécessairement, ça va au-delà de la France, on est sur des enjeux qui sont mondiaux. L'importance, là, aujourd'hui, si vous aviez un Tiger Woods du marathon, qu'il soit français ou pas, ça aurait un impact sur ce marché-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les coureurs, les Kenyans notamment, par exemple, sont connus de ceux qui connaissent la course à pied, pas de monsieur et madame tout le monde. En voyant les contrats qui sont signés dernièrement par quand même des athlètes assez connus comme Jimmy Gressier, est-ce qu'on va voir quand même un accroissement des inégalités entre des athlètes comme ça qui vont signer des contrats très importants et tous ces autres athlètes qui peuvent encore avoir des difficultés à vivre de cette pratique? C'est malheureusement le sens de l'histoire. Il y a des écarts très importants dans tous les sports individuels entre le meilleur joueur de tennis et celui qui commence à devenir tout juste pro. Oui, on va avoir des sportifs qui vont gagner en millions, dizaines, voire centaines de millions d'euros, là où d'autres auront du mal à boucler leur saison avec les déplacements, les hôtels et la partie d'entraînement. Oui, ça va être une réalité et les écarts ne vont faire que s'accroître à mesure que les grands champions en course à pied vont avoir une audience et une reconnaissance des communautés de réseaux sociaux de plus en plus importantes. Si je résume, l'explosion du montant de certains contrats de sponsoring s'explique notamment par la vitalité du marché du running. De plus en plus de personnes courent et s'équipent de chaussures et de vêtements spécifiques à la course à pied, ce qui constitue un véritable enjeu pour les marques qui cherchent à avoir la plus grande part de marché possible et à se démarquer de leurs concurrents. Pour cela, elles sont prêtes à débourser de plus en plus d'argent pour sponsoriser des athlètes avec une grande visibilité sur les réseaux sociaux et dans les médias. Mais ces contrats au montant très séduisant ne concernent qu'une partie des athlètes professionnels. Beaucoup ont toujours des difficultés à boucler les fins de mois et les inégalités entre eux risquent d'augmenter à mesure que certains sortent du lot par leur visibilité et leur capacité à influencer leur audience. Maintenant qu'on a bien compris le contexte dans lequel évoluent les athlètes professionnels, si on entrait un peu plus dans le détail de leurs contrats. Car c'est finalement l'élément central de la collaboration entre coureurs professionnels et marques. Alors, à quoi ressemblent-ils et comment sont-ils négociés? Peuvent-ils évoluer? Comment ça se passe en cas de blessure des athlètes ou d'un autre imprévu? Pour répondre à toutes ces questions, Cléo, je suis allée à la rencontre de Riyad Ouled, qui n'est autre que l'agent de Jimmy Gressier. Exactement. Il est non seulement l'agent de Jimmy Gressier, mais c'est aussi celui de plusieurs dizaines d'autres athlètes, comme Méline Rollin, Megdes Woldou ou encore Nicolas Navarro. Je l'ai questionné sur le rôle de l'agent sportif et sur l'accompagnement qu'il offre à ses athlètes avec son agence Eco Agency. Et puis je lui ai demandé de nous en dire un peu plus sur la négociation des contrats.
Riyad Ouellet, vous êtes l'un des 5 agents sportifs français agréés à la fois par la Fédération française d'athlétisme et World Athletics, et le seul à avoir accepté de répondre à certaines de nos questions. Alors pour commencer, pour les auditeurs qui ne connaissent pas votre profession, quelles sont vos missions ? Quel est le rôle d'un agent auprès d'athlètes ? Alors, un agent, vu par la loi, c'est une personne qui met en relation un sportif de haut niveau à un club ou une marque pour conclure un contrat financier. On est un des seuls pays à avoir légiféré dessus. Dans le code du sport, il y a des lois sur les agents. Et donc, un agent, c'est juste une mise en relation avec une personne qui va employer un sportif, que ce soit sur une compétition, que ce soit chez un équipementier, voilà. Ensuite, il y a les agents qui sont plus du côté manager, qui vont prendre en fait toute la partie privée et toute la partie image où on signe des contrats avec des annonceurs pour de la visibilité. Donc toute cette partie avec les marques, elle peut être faite par des agences d'image ou est-ce que c'est aussi réglementé par votre profession ? Il y a une nouvelle loi de la World Athletics qui est arrivée en 2025 qui maintenant stipule que pour les équipementiers, pour un athlète qui fait partie du top 200, le contrat d'image doit être fait soit par l'athlète en lui-même tout seul ou par un athlète agréé de la World Athletics. Donc maintenant, pour l'image, pour les équipementiers, on est obligé de passer par un agent. En revanche, il y a des agences d'image, des agences de mannequinat, etc. C'est pas réglementaire, c'est-à-dire que une marque quelconque hors sport peut s'associer à la visibilité d'un athlète et contractualiser par une agence d'image. Et justement, vous avez vu aussi l'arrivée des réseaux sociaux, du personal branding. Est-ce que ça a changé des choses dans votre métier ? Nous sommes vraiment là en ce moment dans un virage, et puis ça fait plusieurs années. Je pense que ça va s'accentuer. Autrefois, l'athlète était jugé 100% par sa performance. Aujourd'hui, on a un curseur où la notoriété, la visibilité, les réseaux sociaux, la communauté qu'on a autour comptent énormément sur les personnes qui vous accompagnent, que ce soit un équipementier mais aussi des annonceurs. Donc on peut avoir des athlètes qui sont super performants dans les meilleurs européens mondiaux et qui n'ont pas d'équipementier ou pas d'aide, versus des athlètes qui ont une forte communauté, qui sont plus considérés des fois comme des influenceurs, mais qui ont une forte notoriété, mais pas une super performance, mais qui ont des contrats et des personnes qui les accompagnent. Le sujet qui nous intéresse plus particulièrement dans cet épisode, c'est la négociation des contrats de sponsoring. Ces derniers mois, des contrats au montant particulièrement élevé ont été négociés entre certains athlètes français et des marques. Ces montants ont fait beaucoup parler dans les médias et dans les communautés de coureurs. Donc comment est-ce qu'on explique l'explosion de ces montants ? Est-ce que c'est un phénomène plutôt marginal, un effet post-Covid, une nouvelle stratégie des marques ou alors une valorisation grandissante du running ? Quel est votre point de vue sur ce sujet ? Je pense pas que ce soit une explosion. Je pense que c'est plutôt une réorientation stratégique de certaines marques. Aujourd'hui, je pense que c'est une réponse à l'extra concurrence qu'il y a dans les marques. Les 10 dernières années, il y avait 4, 5 acteurs majeurs dans le milieu du running. Et aujourd'hui, on voit des marques émergentes qui arrivent, des marques qui sont non européennes et qui veulent s'implanter en Europe, d'autres marques qui mettent des sommes pour de la recherche de crédibilité, de la recherche d'association d'images avec la haute performance, pour être visible, quoi. Et donc, les autres marques, au lieu d'avoir les 15-20 meilleurs, ils se sont redirigés sur les 4-5 meilleurs européens. Donc, on a plus de demandes pour le même nombre d'athlètes. Donc, collatéralement, les prix ont changé. On dit oui, il y a des sommes qui ont explosé dans le milieu du running. Oui, effectivement, il y a eu des petites augmentations, mais paradoxalement, j'ai des athlètes olympiens sur la piste qui n'ont pas de contrat d'équipementier. Parce que moins de visibilité pour le grand public sur les événements de masse, etc. Et donc, des stratégies de marque qui ont dit on va prendre moins d'athlètes sur la piste pour se concentrer sur les quelques meilleurs qu'on a sur la route. Il y a quand même des chiffres qui sont sortis dans la presse, notamment concernant le contrat de Jimmy Gressier chez Keep-Run. Est-ce que c'est des chiffres que vous validez ? Non, on a vu des chiffres et ces chiffres-là, je pense que certaines personnes ont eu un chiffre qui était peut-être global ou peut-être pas pris en compte sur certains points et aujourd'hui, non, les chiffres n'étaient pas ce qu'ils étaient, quoi. Vous les validez pas du tout parce que du coup, vous dites quand même que c'est un chiffre global.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Alors ça dépend, vous parlez de quel chiffre, parce que j'en ai vu plusieurs, moi. Alors moi, j'ai vu 800 000 euros qui a été sorti par l'équipe, par exemple. D'accord, mais c'est pas ça. Voilà, c'est pas ce chiffre-là. On en est même loin, et surtout les ambitions que Keep-Run a et les ambitions de Jimmy doivent être toutes les deux validées. Aujourd'hui, Jimmy n'a malheureusement pas encore de palmarès. J'espère dans pas longtemps il va avoir ses premières médailles européennes sur la route, et il a que pour le cross pour l'instant. Et donc il y a des projets qui sont mis en place pour qu'il soit l'un des meilleurs au monde et en Europe. Et donc collatéralement qu'il soit accompagné comme il se doit. Donc les chiffres ne sont pas actuellement ce qu'ils en sont, et j'espère qu'un jour il y sera, quoi. Vous avez de nombreux athlètes dans votre portefeuille. Ils ne signent pas tous des contrats identiques avec les marques. Alors comment est-ce que vous évaluez la valeur de chacun ? Quels sont les types de caractéristiques, leurs atouts que vous mettez en avant auprès des marques ? Ça dépend des stratégies, ça dépend des marques, et ça dépend aussi de ce que recherche la marque et ce qu'ils ont envie de faire sur l'Olympiade. Aujourd'hui, j'ai pas mal de coureurs sur la route et on va dire qu'il y a un marché qui gagne quasiment tous sensiblement la même chose, mais après c'est par rapport à ce qu'ils véhiculent, par rapport à l'image et les valeurs qu'ils ont envie de mettre en avant. Bien sûr la communauté qu'ils ont, et puis la marque. Aujourd'hui, une marque va s'associer à des valeurs, mais aussi à un projet. Et moi j'ai toujours travaillé comme ça avec mes athlètes. On part de la finalité, où on veut arriver, et on remonte sur les années précédentes et ce qu'on veut faire. Donc là on marche en Olympiade, on a été jusqu'à Los Angeles 2028, et puis on remonte sur qu'est-ce qu'on aimerait, par où on aimerait passer, sur quelle course, comment, et l'évolution des performances. Et puis après on propose à l'équipementier, et puis on voit ce qu'on peut mettre en place. Il y a des marques, je peux vous donner des exemples si vous voulez. ASICS par exemple, qui accompagne beaucoup ses athlètes dans la préparation, qui ont mis en place des shoujo, donc c'est leur camp d'entraînement, qui sont à Foromeux ou au Kenya, où les athlètes sont accompagnés sur pas mal de choses, sur leur bien-être psychologique, mais aussi sur la récupération. Et donc il n'y a pas qu'un chèque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un esprit sain dans un corps sain, pour ASICS, ça, c'est tout un leitmotiv, et c'est un accompagnement qu'ils ont sur nos athlètes. Et moi j'ai mes meilleurs athlètes, Megdes ou Megdes Woldou, Félix Bourg, qui sont accompagnés, qui vont à Foromeux, qui vont au Kenya, qui sont accompagnés. Et donc ça fait partie du contrat. Ça fait partie du contrat. Mais justement, est-ce que par exemple le nombre d'abonnés des athlètes, c'est un atout qui est important à mettre en avant auprès des marques, ou est-ce que leurs performances sont plus importantes ? Quelle est la balance entre les deux ? Est-ce que les deux sont autant importants pour les marques ? Elles sont toutes les deux importantes, et je vais dire que c'est même un curseur entre les deux, c'est-à-dire que et puis elles se nourrissent l'une de l'autre. Plus un athlète est performant, plus il va avoir une communauté. Je regarde Jimmy Gressier par exemple, qui augmente constamment sa communauté sur les réseaux, et parce qu'il est performant, parce qu'il parle bien, parce qu'il essaye aussi d'être proche des gens qui le suivent. Et on a d'autres athlètes qui sont un peu plus réservés, timides, mais qui sont aussi performants, mais qui ont une plus petite communauté. Et puis après ça dépend exactement les athlètes, les marques sur qui ils vont orienter leur stratégie, avec qui ils vont faire des activations, avec qui ils vont mettre en avant pour mettre en avant tel ou tel produit. Donc ça dépend, mais nous c'est une stratégie aussi de présenter le projet avec la marque en leur disant voilà, aujourd'hui on a tel athlète, il veut faire ça, il est dans la forme ou pas dans la forme de sa vie, il va augmenter, il va aller là. Et l'objectif pour toutes les marques dans un premier temps, c'est ceux qui représentent leur pays, donc l'équipe de France. Donc ils sont toujours dans la recherche du top 3. Et puis après on a d'autres qui sont sur la route et qui peuvent être activés. J'ai un exemple en tête, il n'est pas chez moi mais il est très demandé, c'est Johan Durand, parce qu'il a une communauté, parce qu'il parle extrêmement bien, parce qu'il prend du recul sur sa propre carrière, mais aussi la pratique de son sport, et il en parle bien, il fédère, et c'est tout ce que recherche une marque. Plus concrètement, tout le monde voit à quoi ressemble un contrat de travail, avec la durée, les missions, la rémunération. Est-ce que, pour ce qui est des contrats de sponsoring, quels sont les éléments clés qu'on va retrouver sur ces contrats et qui font l'objet de négociations ?
pour un contrat de travail, il y a un lien de subordination. Donc, il y a des comptes à rendre à son employeur. Les contrats d'image, ce sont des contrats, en fait, je ne vais pas dire de prestation, mais c'est un contrat, en fait, du donnant-donnant. Mais la marque n'a pas à dire « je veux que tu cours ici » ou « je veux que tu cours là ». C'est un projet et ils se mettent d'accord sur le port de la marque, la visibilité, ce qu'ils peuvent faire. Aujourd'hui, sur un contrat, il y a plusieurs éléments qui sont différents d'une marque à l'autre, mais les grandes lignes, c'est la durée par rapport au projet. Plus ou moins, ça peut aller de 1 an à 10 ans. C'est un contrat d'image, quoi. Avec des années qui, ce qu'on appelle dans beaucoup de marques, des années optionnelles. L'option, par exemple, s'il y a un athlète qui a 3 ans plus une année optionnelle, c'est-à-dire qu'au bout des 3 ans, l'année, elle est activée si plusieurs choses. S'il va au championnat du monde l'année, en année N, ou alors s'il est performant, ou alors s'il a fait telle ou telle activation. Et elle est très souvent unidirectionnelle, c'est-à-dire que c'est que la marque qui choisit si elle l'active ou pas. Elle doit juste le notifier. Il y a des années optionnelles des deux côtés, où s'il y a une collaboration, on va plus loin, on se tape dans la main avec la marque, ils ont dit 3 ans plus 1, et ça donne en fait la priorité à la marque. L'année optionnelle, c'est pour que la marque ait la priorité sur d'autres marques pour négocier le contrat. Donc la durée. On a le montant des contrats qui peut aller de des petits contrats à quelques milliers d'euros sur certains athlètes, des petits jeunes, ou alors juste des contrats dotation. C'est des montants annuels qui sont déterminés. C'est un montant annuel qui va de 0 € à... on a des contrats qui vont à 1,5 million sur des sprinters aux États-Unis. Enfin, je sais pas, il y a des contrats qui vont jusqu'à des millions. C'est un montant annuel qui est payé 2, 3, 4 fois dans l'année. Et ce montant-là, est X milliers d'euros, est négocié par année. Ensuite, on a les réductions. Donc ça, c'est les parties immergées de l'iceberg, personne ne voit. Donc c'est pour ça que ça me faisait rire quand vous parliez de l'enveloppe de Jimmy Gressier. Mais on a des réductions qui sont aussi négociées. Généralement, des équipementiers vont dire, voilà, on te donne tant d'argent, mais par contre, tu as moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, moins 50 aussi. Tu vas pas au championnat du monde, si tu vas pas au championnat d'Europe, si tu n'as pas couru moins que ça, etc. Donc les contrats annuels peuvent être réduits, même des fois de moitié. Coupé, ça implique quand même un petit lien de subordination entre la marque et... Mais non, parce que le lien de subordination, c'est tu dois courir ici, tu dois être présent au travail, etc. Là, c'est tu cours où tu veux, quand tu veux. Mais à la fin de l'année, on paye on regarde ce que tu as fait et les négociations, c'est négocié. Donc l'athlète et son agent peuvent dire non, nous on veut pas tant de réduction, nous on veut pas parce que notre projet c'est ça, etc. Donc le retainer, les réductions et les bonus. Et là les bonus, ça dépend d'une marque à l'autre. Il y a des bonus surtout, les podiums au championnat de France, les podiums au championnat d'Europe, au championnat du monde, aux Jeux Olympiques. On a des bonus de temps sur les disciplines, on a des bonus sur des présences sur tel et tel événement, le salon du running, des choses comme ça. On a des bonus sur le classement à la fin de l'année des athlètes. Voilà. Donc, comme je vous disais, les contrats fluctuent. Est-ce qu'il peut y avoir aussi des clauses spécifiques avec des demandes particulières Tout est possible. En trail, par exemple, on sait qu'il y a de nombreux athlètes qui s'engagent à participer à l'UTMB, malgré leur état de forme ou de santé. Est-ce que du coup, c'est une pratique que vous observez aussi sur la route et sur la piste, ou est-ce que ça fait partie des fameuses réductions dont vous venez de parler ? Non. Les réductions... alors entre elles, c'est une grosse problématique et on pourra en parler après. C'est que justement, c'est pas anticipé par rapport à leur contrat équipementier. Nous, sur la route ou sur la piste, les réductions sont anticipées dans les négociations en amont par rapport à tel ou tel événement. Et des fois, il y a des portes de sortie où on met des réductions à double, on va dire, double équation. C'est-à-dire que les réductions les plus communes sont les réductions si on ne participe pas à un championnat international. Imaginons pour X ou Y raison, on va prendre un exemple, on est la fédération de Colombie qui croit qu'elle est plus intelligente que la fédération internationale et met des minima ultra hauts et qui empêchent certains athlètes de participer à des championnats internationaux alors qu'ils ont le mérite parce qu'ils font partie des meilleurs.
sais pas, la fédération, elle dit on va mettre les 2 minima à 2h05, alors que dans le monde entier c'est 2h06-30 et qu'on a des athlètes qui peuvent y participer. C'est pas de sa faute s'il va pas au championnat du monde, c'est juste parce qu'il y a une fédération qui a décidé de pas amener beaucoup de monde parce que c'est loin, et donc du coup ils ont des alternatives, de courir peut-être un major ou quelque chose comme ça, quoi. Mais à tout moment, les athlètes de haut niveau, ils peuvent se blesser. Est-ce qu'il arrive que certains donc puissent plus participer à des courses ou même courir pendant une certaine période? Comment est-ce que ça se passe dans ce cas-là? Est-ce que c'est des clauses spécifiques qu'il y a sur les contrats en cas de blessure? Comment ça se passe? Alors ça aussi c'est anticipé. Généralement, dans quasiment tous les contrats, il y a une clause qui est de non-activité, par exemple de 8 mois, etc. Il y a une réduction de temps. Des fois, il y a certains contrats dans certaines équipementiers. Il y a des équipementiers qui veulent, justement, on en a parlé, être sur la bienveillance et sur l'accompagnement de l'athlète et décident de ne pas mettre de clause ou alors de mettre des clauses de réduction très, très faibles sur des blessures. Et donc ça, c'est aussi un argument aussi de la marque par rapport à l'athlète. C'est-à-dire que moi, j'ai 2 marques avec 2 projets différents, dont l'un me dit mais écoute, tu sais, dans la vie, on ne peut pas savoir ce qui peut se passer dans les 4 prochaines années. Et tu peux avoir une blessure, c'est dans l'entraînement. Nous, on t'accompagnera quoi qu'il arrive. On ne te réduira pas et on attendra que tu reperfes un peu plus tard. Et ça, c'est pas... Les athlètes l'entendent dans les négociations. Est-ce que vous voyez un déséquilibre entre les contrats qui sont proposés aux athlètes hommes et aux athlètes femmes dans le running? Non. Il n'y a pas de déséquilibre. Il y a un déséquilibre par rapport à où tu viens, mais pas un déséquilibre sur les athlètes hommes-femmes. C'est au contraire, je pense même que dans l'avenir, les femmes vont même être plus plébiscitées parce qu'elles vont véhiculer beaucoup plus de valeurs et beaucoup plus, ça fera beaucoup plus de sens pour le grand public et pour le déplacement de soi. En 2019, il y a plusieurs athlètes américaines comme Allyson Felix qui avaient dénoncé une baisse de rémunération de la part de Nike au moment où elles étaient devenues mères. Depuis, Nike a dit avoir changé sa politique post-maternité. Mais vous, aujourd'hui, en 2025, sans forcément citer de marque, est-ce que vous observez des pratiques qui sont inégalitaires comme celles qu'on a pu voir chez Nike à ce moment-là, ou plus globalement des dérives, des abus de certaines marques? La jurisprudence Allyson Felix a collatéralement fait bouger toutes les marques. Toutes les marques qui ont une athlète qui est enceinte, alors soit frisent le contrat, et ça c'est génial, ou alors continuent de l'accompagner. Mais frise le contrat, ça veut dire... Elle a son droit, elle est en stop, elle est en maternité, donc généralement, on a des athlètes qui sont internationales et qui ont cotisé avec soit un boulot à côté, soit avec la fédération, etc. Si elles sont en maternité, pendant leur maternité, le contrat, et par exemple, s'il lui restait 3 ans, les 3 ans, elle les a après, quoi. Donc ça, c'est un choix. Soit elle demande quand elle reprend son activité, elle a la même longueur de contrat, ou alors elle l'accompagne parce que la maternité ne doit pas porter préjudice à une athlète. Donc Adidas, ASICS, Nike, tous les contrats, je travaille avec toutes les compagnies, et dans chaque contrat, il y a une clause maternité, quoi. Je reviens un petit peu quand même sur les contrats négociés avec les athlètes masculins et les athlètes féminines, pardon. Vous expliquez qu'il n'y a pas d'inégalité entre les deux. Est-ce que vous pouvez quand même assurer que parmi les plus gros contrats que vous signez, il y en a autant qui sont signés avec des femmes qu'avec des hommes? Alors, on va parler sur la route. C'est là où j'ai 80%, enfin j'ai beaucoup d'athlètes sur la route. Je peux vous dire que des Megdes Oldou, des Méline Rollin gagnent la même chose que leurs athlètes en face sur le marathon, que des Nicolas Navarro ou des Hassan Chadi. Donc je les vois les contrats. Donc il n'y a pas d'inégalité, au contraire. Au contraire, ils sont traités, jugés de la même façon, ils sont accompagnés de la même façon. Et croyez-moi, l'exigence du marathon, elle fait aussi mal chez les femmes que chez les hommes, quoi. Donc, ouais. Pour finir, à votre avis, pourquoi l'argent, c'est un sujet aussi tabou dans l'athlétisme professionnel? Je pense pas que ça soit tabou, mais aujourd'hui, c'est pas dans l'athlétisme professionnel, j'ai l'impression que c'est vraiment dans notre société. Est-ce que vous pourrez me dire votre salaire? Bah oui. Ah bon? Bah moi, ça change tout le temps, donc je peux vous le dire. Ah voilà, donc... Mais beaucoup de personnes ont du mal à parler de combien ils gagnent et qu'est-ce qu'ils gagnent et
aussi, mais moi je trouve ça dommage parce que un athlète français, quand on parle de gains, après il faut enlever les 15% de son agent, après il faut enlever tous les frais qu'il a pour faire son activité, parce que partir en stage à gauche, à droite, les déplacements, etc., ça fait réduire. Après il y a l'impôt sur la société, s'il veut se verser de l'argent, il y a l'impôt sur le revenu. En fait, à la fin, sur le compte en banque de l'athlète, il n'y a pas tant que ça. Et je trouve ça dommage que certains ont peur de dire combien ils gagnent. Nous, on est obligé de garder ça fait partie de nos contrats où on a le secret de la profession, et on ne doit pas dire d'un athlète à un autre, bah tiens, il gagne 10 000 euros de plus que toi, bah lui il gagne 20 000 euros de moins que toi. Non, on travaille par individualité, on n'en parle pas parce que c'est comme ça, parce que c'est marqué dans nos contrats. Mais ça ne s'est pas qu'en France, dans tous les pays et même dans le monde entier, tous les athlètes ne disent pas leurs revenus et combien ils gagnent, quoi. Vous l'avez entendu, Riyad Ouled donne des clés pour mieux comprendre ce qui est négocié entre les marques et les athlètes, mais ce n'est pas facile d'obtenir des chiffres dans ce milieu. En effet, une source qui n'a pas souhaité être enregistrée m'a tout de même confié 2 chiffres. D'abord, selon cette source, les athlètes français qui gagnent plus de 100 000 euros par an se comptent sur les doigts d'une main. Donc les contrats à 6 chiffres ne courent pas les rues. En fait, toujours selon cette source, le revenu médian des meilleurs marathoniens français se situerait plutôt entre 60 000 et 80 000 euros par an. Mais cette somme est à remettre encore une fois dans son contexte. Environ 10% revient aux agents sportifs. Il faut aussi prendre en compte les 25% d'impôts que payent les athlètes avec leur société. Et la plupart du temps, leurs frais de stage ne sont pas pris en charge par les équipementiers ou les clubs. Et puis surtout, ils ne sont pas marathoniens de haut niveau toute leur vie, mais seulement quelques années. Donc il leur faut absolument diversifier leurs sources de revenus ou s'assurer une après-carrière. Globalement, on observe bien que le marché a énormément évolué ces dernières années et on comprend mieux pourquoi. Comme l'expliquait Riyad Ouled, un facteur a révolutionné le modèle traditionnel du sponsoring sportif et rebat les cartes auprès des athlètes, les réseaux sociaux. Si l'on demandait jusqu'alors à un sportif de performer pour pouvoir potentiellement s'attirer les grâces d'une marque, aujourd'hui, ce n'est plus suffisant. Nombre de followers, taux d'engagement, storytelling sur les plateformes, autant de critères qui aujourd'hui pèsent dans la balance de la quête de sponsors. À l'ère du numérique, le modèle est devenu beaucoup plus hybride. Émilie, tu as peut-être vu passer une publication sur Instagram du marathonien et champion d'Europe de duathlon Benjamin Choquer, courant en caleçon et sans chaussures. Alors oui, effectivement, je l'ai vu et j'avoue que ça m'a fait sourire. Ça prête à sourire effectivement, et pourtant, avec ce poste, l'athlète célébrait tristement ses 1 an sans équipementier. Quand on lui demande la raison potentielle de cette difficulté à trouver un sponsor alors qu'il continuait à améliorer ses performances, il répond frontalement que, selon lui, pour les marques, les performances comptent moins que l'impact des athlètes sur les réseaux sociaux et que lors de son précédent contrat, la première chose qu'avait fait son équipementier était de regarder son nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Mais est-ce vraiment une réalité ? Pour répondre à cette question, je suis allée à la rencontre de Brice Baignon, fondateur de l'agence Ambition, spécialisée dans le management d'image des athlètes et créateurs, qui m'a expliqué plus en détail quelles étaient les attentes des marques. Nous, ce que les marques elles viennent chercher quand elles nous contactent, c'est justement de la médiatisation via leur communauté. Donc on va dire qu'on essaye d'avoir des sportifs qui, même s'ils n'ont pas des grosses communautés, ils s'impliquent sur les réseaux sociaux, créent du contenu pour soit parler de leur vie, soit de leurs résultats, soit de leur parcours, et ensuite que ça matche, on va dire, entre toutes les parties. Ok, c'est intéressant ce que tu dis justement quand vous travaillez avec des marques, donc si c'est elles qui viennent vous chercher ou si c'est vous qui démarchez aussi, j'imagine que vous démarchez certaines marques. Qu'est-ce qui est le plus important en fait ? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Tu parles de la communauté, mais c'est vraiment ce qui est le plus important au-delà du palmarès d'un athlète ? Non, en fait je pense que c'est un peu un mélange des deux. On a vu, il y a eu l'effervescence de l'influence de manière générale. Les marques en sont un peu revenues ces dernières années avec, on va dire, les bad buzz qu'il y a eu, les côtés néfastes. L'avantage du sport et d'un sportif professionnel, c'est qu'il amène de l'expertise, il amène sa notoriété, un savoir-faire, du dépassement de soi. Et donc en fait, quand on lie les deux, l'influence et le sport, on peut avoir et de l'influence via une communauté et aussi les valeurs du sport. Et les marques,
elles sont très fans de vouloir associer l'image de leur marque, de leur entreprise à des valeurs du sport, que ce soit dépassement de soi, cohésion d'équipe, toutes ces genres de valeurs. Donc tu dirais que toi aujourd'hui, la communauté / le palmarès, c'est indissociable en fait, il faut les deux finalement. C'est ça. Et même, il faudrait... Enfin, je pense que moi, ce qui fonctionne encore mieux, malheureusement, c'est la communauté et une implication sportive. Le palmarès étant, on va dire, la cerise sur le gâteau. D'accord. Donc ça arrive quand même, on va dire, un petit peu en dernier finalement. Ce qui marche bien, c'est un influenceur qui est très bon dans son sport, mais c'est pas grave s'il est pas champion du monde. Alors qu'un champion du monde dans un sport qui est très peu médiatisé, ou alors d'une personne qui a très peu de présence sur les réseaux sociaux, finalement, dans notre secteur d'activité, elle gagnera moins d'argent en sponsoring, parce que les marques, pour s'y retrouver, elles ont aussi souvent besoin d'avoir une communauté en face. C'est plus compliqué pour une marque de mettre un budget si la personne à côté n'a vraiment pas d'influence. Ok, tu l'observes toi par exemple, parce que vous travaillez avec des coureurs, mais également avec d'autres sportifs qui sont dans d'autres sports, que les profils vraiment runners ont peut-être moins de difficultés, que vous avez moins de difficultés en tout cas à établir des partenariats avec ces profils-là plutôt que d'autres. Exactement. Alors déjà, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que ces profils-là, je peux dire entre guillemets, buzz plus rapidement sur les réseaux sociaux. Donc ce qui montre que la communauté a envie de voir ce contenu, donc est intéressée par le running. Et donc comme ils buzzent plus rapidement, ils sont aussi beaucoup plus contactés que certains autres profils. Et nous on le voit exactement, on a des athlètes de différents sports ça peut être le rugby, la course à pied, le vélo, le foot. En fait, on voit très clairement qu'à niveau d'audience égale, il n'y a pas de comparaison finalement pour le running. Et il y a beaucoup de marques, donc que ce soit équipementiers, marques de nutrition, boissons ou bars, ou complémentation, ou montres connectées, qui se tirent la concurrence. Et du coup, c'est plutôt sain pour les sportifs, parce que ça fait monter les tarifs des partenariats. Et donc ça leur permet, eux, de gagner plus d'argent pour vivre de leur sport. D'après Brice, l'enjeu actuel est double. Être le ou la meilleure dans son sport ne suffit pas. L'importance des réseaux sociaux dans le sport business est aujourd'hui indissociable de l'immense audience qu'ils offrent, car n'oublions pas que le but premier des marques qui utilisent le sponsoring est d'engager des consommateurs et donc d'engendrer des ventes. Plus la communauté des athlètes est importante, plus les marques auront accès à un large public cible qui maximisera l'efficacité de leurs efforts marketing. Avec ses 165 000 followers sur Instagram, Jimmy Gressier est l'un des coureurs français les plus suivis sur les réseaux sociaux. Mais leur visibilité est plus efficace que la publicité traditionnelle, Cléo ? Eh bien, on dirait que oui. Selon une étude Sportsora et le cabinet Occurrence, 3 Français sur 4 ont une opinion positive du sponsoring et 7 Français sur 10 jugent le sponsoring plus efficace que la publicité. Notamment la génération Z, c'est-à-dire les personnes nées entre la fin des années 90 et la fin des années 2000, qui constituent majoritairement le cœur de cible des marques de running. Et toujours selon cette même étude, quel est le premier vecteur d'exposition au sponsoring de la génération Z ? Eh bien, les réseaux sociaux à 95%. On comprend donc mieux pourquoi les marques font des réseaux une priorité. Mais comment le vivent les principaux concernés, c'est-à-dire les athlètes ? On peut légitimement se poser la question des jeunes athlètes qui n'en sont qu'aux prémices de leur carrière et qui n'ont pas encore pu faire leurs preuves. Car si une partie non négligeable de la réussite est liée aux aspects physiques et psychologiques, les jeunes athlètes doivent également disposer de moyens financiers suffisants pour s'entraîner dans des bonnes conditions et espérer un jour briller au plus haut niveau. Et des contrats comme celui de Jimmy Gressier peuvent s'apparenter à l'arbre qui cache la forêt. Car aujourd'hui, dans le monde de l'athlétisme, la très grande majorité des athlètes qui ne sont pas dans le top ne vivent pas de leur sport, comme on a pu le voir au début. Et trouver des financements peut s'apparenter à un parcours du combattant. Effectivement, à l'image de nombreux coureurs et coureuses, les débuts peuvent être compliqués et induire rapidement une forme de cercle vicieux. Début de carrière, donc pas encore de résultats, donc des difficultés à trouver des sponsors et donc l'obligation d'avoir une activité en parallèle pour financer les entraînements. Ce qui empêche de pouvoir s'entraîner dans des conditions optimales et donc de se hisser plus rapidement au plus haut niveau. La plupart des contrats établis en début de carrière sont ce que l'on appelle des contrats jeunes, qui peuvent constituer la première pierre de la construction d'une carrière.
Ils peuvent néanmoins être assez peu rémunérateurs et souvent sertis d'exigences contractuelles, comme des performances minimales à réaliser, la participation à des compétitions ou encore des obligations médiatiques. À défaut de quoi, le contrat pourrait être annulé ou réduit. Et tout ceci n'est évidemment pas sans conséquences pour la santé mentale des athlètes. J'ai justement eu l'occasion de parler avec Liv Westphal, ancienne coureuse de fond et détentrice du record de France du 10 km sur route, sur la façon dont elle a géré cet aspect durant sa carrière. Alors moi, j'ai quand même une trajectoire un petit peu spéciale parce que j'ai fait mes études aux États-Unis pendant 7 ans. Et à partir de 2016, on va dire que j'étais sur le marché. Et donc, une fois que j'ai terminé ma trajectoire en NCAA, donc 2016, je venais de gagner le titre Espoir sur 5000 mètres aux Europes. Et j'avais aussi intégré ma première Diamond League. Donc, c'était un petit peu ma première incursion chez les grands, chez les seniors, on va dire. Et à partir de là, évidemment, bon, ça fait un peu un effet boule de neige. J'ai été pas forcément mise en contact directement avec des marques, mais avec un agent qui lui, voilà, a proposé mon profil à plusieurs marques et j'ai signé avec Nike en 2017. C'était un contrat financier et de dotation et d'image, les trois, on va dire. Au niveau financier, peut-être pas suffisant pour pouvoir en vivre décemment, pour pouvoir en vivre décemment toute l'année. Ton contrat ne te permettait pas de vivre décemment. Comment tu t'organisais du coup pour pouvoir quand même vivre décemment, t'entraîner et pouvoir avoir les moyens financiers quand même nécessaires pour avoir un entraînement qualitatif et une vie quand même un minimum qualitative. Évidemment, quand on finit un cursus de 7 ans à la fac, que tous tes copains-copines trouvent du boulot et puis des boulots assez... ils peuvent en vivre assez tranquillement et que tu décides de choisir une trajectoire très très différente, un peu plus bancale entre guillemets, par pure passion en fait, c'est sûr que parfois tu te remets un petit peu en question. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'aller en Espagne, parce qu'une fois que je suis revenue en Europe, du coup il y avait deux options qui s'ouvraient à moi, c'était soit rentrer en France sur Paris et peut-être intégrer l'INSEP, ce qui était aussi un petit peu un des choix que je voulais faire, ou alors partir en Espagne où j'avais déjà un logement, on va dire, un logement de vacances que mes parents avaient acheté il y a très longtemps et où j'avais déjà un cercle d'amis qui couvraient. Et donc en fait le choix aussi s'est fait pour des raisons purement financières, c'est-à-dire que à Paris ça aurait été tout bonnement impossible de vivre de mon contrat. Au niveau du logement, tout simplement. Et en Espagne, évidemment, la qualité de vie est quand même supérieure et à un moindre coût. Donc ça a été aussi une des raisons pour lesquelles ma balance a penché plutôt pour l'Espagne, à laquelle se sont ajoutées beaucoup d'autres choses. Mais on va dire que j'ai eu un soutien familial, tout simplement. J'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là. Et donc, évidemment, pendant les premières années, parce que c'était un contrat, on va dire, entre guillemets, jeune, et je devais faire mes preuves pour pouvoir continuer à évoluer. Et donc, ça a été une prise de risque qu'il a fallu assumer. Et qu'il a fallu assumer parce que je pense que à ce moment-là, je croyais en mon potentiel et je me disais que si je ne tentais pas cette aventure-là, si je prenais pas des risques aussi au niveau financier, je n'aurais jamais vraiment su à quel niveau j'aurais pu arriver. Donc oui, ça a été une prise de risque. Comment tu le vivais toi personnellement ? Est-ce que c'était une forme de charge mentale pour toi ? Est-ce que c'est stressant ? Alors c'est évidemment... On va dire que c'est pas une situation très facile à vivre au quotidien. On va dire que le sport de haut niveau, c'est très ambivalent. C'est soit les choses vont très très bien, soit les choses vont très mal. Et on a souvent un profil aussi assez commun à être perfectionniste, surtout dans les distances un peu plus longues. On a tendance à jamais être vraiment satisfait des propres perfs, on en veut toujours plus. Donc il y a aussi ce trait de personnalité qui est assez commun.
Et puis, évidemment, il y a aussi un aspect où tu as des choses que tu peux contrôler et des choses que tu peux un peu moins contrôler. Évidemment, la chose la plus frustrante pour un athlète, c'est de tomber malade, c'est de se blesser juste avant une grande compétition qu'on a beaucoup préparée, où on arrive à un certain pic de forme. Et si la compétition est vraiment une date tournante dans l'année, ça peut avoir une répercussion sur aussi le contrat. Donc, vivre du sport de haut niveau, c'est pas évident. Il y a des notions un petit peu incontrôlables de ce point de vue. Mais aussi, moi, je me rappelle prendre le métro pour aller à la piste le matin avec tout le monde qui allait au bureau et de me dire, j'ai une chance incroyable que la piste soit mon lieu de travail. Et ça, c'est quelque chose que je garderai toujours en moi. Donc je pense que j'ai eu énormément de chance, que je pense avoir su saisir, d'avoir pu en vivre pendant quelques années. Si Liv en tire une expérience globalement positive, ce n'est malheureusement pas le cas de tous les athlètes et certains peuvent se retrouver dans une situation de précarité en cas de blessure, de contre-performance ou même de grossesse. Comme je l'ai évoqué avec Ria Douled, on se souvient effectivement en 2019 de l'affaire de la sprinteuse multimédaillée Allyson Felix, qui avait fait beaucoup de bruit. Elle avait à l'époque sorti une tribune à charge dans le New York Times contre Nike, qui était alors son équipementier, pour dénoncer la façon dont elle avait été traitée par la marque lors de sa première grossesse. Nike souhaitait la payer 70% de moins qu'avant. Elle avait également raconté avoir subi des pressions pour revenir le plus vite possible à l'entraînement, malgré une grossesse compliquée et un accouchement par césarienne. Lors du renouvellement de son contrat, Allyson Felix avait souhaité ajouter une clause qui stipulait qu'elle ne serait pas pénalisée si ses performances suivant sa grossesse n'étaient pas aussi bonnes qu'avant son accouchement, ce qui avait été refusé par la marque à la virgule. Elle avait alors choisi de rompre son contrat. Depuis cette affaire, Nike a modifié les termes de ses contrats pour protéger davantage les athlètes qui souhaiteraient devenir mères en carrière, une avancée nécessaire et positive dans le sport de haut niveau. En fin de compte, l'évolution croissante du sponsoring sportif montre qu'il est bien plus qu'une stratégie de visibilité. C'est un partenariat stratégique qui, lorsqu'il est bien exécuté, peut transformer l'image d'une marque et renforcer son lien avec les consommateurs. Pour les athlètes, le sponsoring peut ainsi être un gage de sécurité financière et une façon de vivre sereinement sa carrière sportive. Mais malheureusement, seuls les athlètes de très haut niveau parviennent à signer des contrats suffisamment rémunérateurs pour vivre de leur pratique. La grande majorité sont contraints d'avoir un emploi en parallèle. Malgré cela, il existe quelques dispositifs mis en place pour tenter d'aider les athlètes en difficulté. On peut citer par exemple le site je-soutiens-un-athlète.fr qui propose aux entreprises de soutenir financièrement les athlètes français. Et puis vous pouvez aussi leur donner un coup de pouce en faisant du micro-sponsoring, soit en participant aux cagnottes ouvertes par certains sportifs comme on l'a vu en 2024 à l'approche des JO, soit par exemple via des entreprises comme Aubaine qui proposent aux fans de sport d'accéder à du contenu exclusif de leurs sportifs préférés en échange d'un abonnement mensuel. Et vous, connaissez-vous des initiatives mises en place pour soutenir les athlètes ? Et que pensez-vous des enjeux abordés dans cet épisode ? N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux en taguant Dans la tête d'un coureur. Et si vous avez des idées de sujets, des questions que vous vous posez sur le monde du running et son impact sur la société, ou même des informations que vous souhaitez nous faire parvenir, écrivez-nous. D'ici là, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un coureur Investigation. À bientôt!